Bonjour, bonjour, il est 17h30, nous sommes vendredi, la veille du week-end. Pour l'instant, il fait très beau temps à Moscou. Je sais qu'il fait beau aussi en France. En tout cas, il fait beau et chaud en France. Et vous attendez tous l'annonce, bien évidemment, de Mbappé pour savoir dans quel club il va aller, mais on le saura dimanche. En attendant de savoir où va Mbappé, Arnaud, que s'est-il passé depuis 2 jours et as-tu des nouvelles pour nous? Merci Président, bonjour à tous. J'ai effectivement quelques nouvelles économiques essentiellement, mais avant ça, tout en maintenant la ligne qui a été la nôtre depuis le début, c'est-à-dire de ne pas parler à dessein des questions militaires et a fortiori en parler dans les détails, je voudrais vous recommander de vous intéresser à ce qui se passe en ce moment dans le Donbass, où, encore une fois, sans entrer dans les détails, il semblerait que l'on soit à un tournant, peut-être, je reste prudent, mais peut-être un tournant dans la situation militaire, ce qui pourrait, si ça se confirme, avoir évidemment des implications diplomatiques. Et là, je passerai le flambeau à Igor, mais également politique et plus générale. Alors pour ce qui est justement de l'économie internationale, deux nouvelles, selon moi, doivent être relevées. D'abord, les déclarations de la secrétaire américaine au Trésor, Madame Yellen, qui s'est exprimée à l'issue d'une réunion des ministres des Finances et des présidents de banque centrale du G7, qui se tenait en Allemagne. Elle s'est exprimée notamment sur la question de l'embargo pétrolier ou d'éventuels mécanismes envisagés par les Occidentaux pour réduire les revenus tirés par la Russie de la vente du pétrole. Madame Yellen a dû constater que d'abord les discussions avaient été limitées sur le sujet et, je la cite, rien n'est vraiment cristallisé comme une stratégie évidente. En d'autres termes, ça patine et les Occidentaux, en réalité, ne parviennent pas à se mettre d'accord ou à imaginer quelque chose qui pourrait véritablement entraver plus que c'est le cas aujourd'hui, les exportations de pétrole. Je rappelle que certains groupes russes sont déjà sous sanctions, Rosneft, Gazpromneft, mais ce qu'on voit par ailleurs, c'est des achats massifs ou des négociations en vue d'achats massifs de pétrole russe avec de très forts rabais, certes, de la part des Chinois et des Indiens. Les Chinois, en tout cas une agence occidentale a fait état hier de discussions entre la Chine et la Russie en vue du remplissage, de la reconstitution de réserves stratégiques pétrolières chinoises, et les Indiens achètent massivement à tel point que la Russie est devenue le 4e fournisseur du pays et ça pourrait encore évoluer. Donc, c'est un point important et évidemment, ça ne passe pas inaperçu au Kremlin. Deux mots encore sur le G7 qui, en revanche, s'est mis d'accord pour une aide supplémentaire à l'Ukraine de l'ordre de 19 milliards 8, je crois, de dollars, ce qui représente environ 3 mois de besoins financiers de l'Ukraine. Autre déclaration de responsables occidentaux, déclaration de Mme von der Leyen, chère au cœur de notre président, la présidente de la Commission européenne, qui a confirmé que ses services juridiques cherchaient des mécanismes afin de verser les actifs des oligarques russes qui ont été saisis aux fins de reconstruction de l'Ukraine. Enfin, quelques mots sur la Banque centrale de Russie, qui a autorisé à partir d'aujourd'hui la vente de devises en numéraire. Donc les Russes peuvent acheter une devise, sauf dollars et euros. C'est toujours fixé au 9 septembre. Dollars et euros qui sont au plus bas. Et à l'inverse, le rouble est au plus haut depuis 2017. Aujourd'hui, le dollar est repassé sous la barre symbolique des 60. C'est assez incroyable. Et Sber,
estime que d'ici la fin juin, on pourrait atteindre 50. Alors, je répète ce que j'ai dit avant-hier, je rappelle les prévisions du ministère russe de l'économie sur l'ensemble de l'année, une table sur $1 à 76, ce qui veut dire qu'on vit une situation probablement très exceptionnelle et éphémère, mais enfin, ça dure depuis déjà quelques jours et ça peut encore s'accentuer un petit peu. Enfin, une dernière chose pour faire une transition entre l'économie et la diplomatie, et donc avec l'exposé forcément brillant d'Igor Delanoë, j'ai relevé que le ministère russe des Affaires étrangères, pour la première fois, a lié le déblocage des ports ukrainiens à la levée des sanctions. Donc voilà quelque chose d'intéressant et de nouveau qui... c'est un pavé dans la mare ou un élément du débat qui pourrait s'ouvrir dans les semaines et les mois qui viennent. Merci Arnaud. Effectivement, on va voir si la perche lancée par la Russie fonctionne ou non. Vous pouvez voir que notre ami Igor n'est pas avec nous aujourd'hui. Igor, tu as une couleur sépia. Je ne sais pas où tu te trouves exactement, mais on a l'impression que tu viens directement d'un film des années 40. On sait bien où il est. Donc une rime très fine de notre ami Pavel. Mais Igor, qu'est-ce que tu peux nous dire sur un plan diplomatique? Président, bonjour à tous. Diplomatiquement, quelques petits points. Tout d'abord, sur le processus diplomatique lui-même, je dirais le canal russo-ukrainien est toujours complètement paralysé, bloqué, et dans le meilleur des cas, fonctionne pour les échanges de prisonniers. Cela dit, il y a eu un commentaire aujourd'hui d'un des membres éminents de la délégation russe qui, je le rappelle, est emmené par M. Vladimir Medinsky. C'est un commentaire qui émane de Leonid Slutsky, qui est un des poids lourds de cette délégation, qui est désormais chef de file du parti DPR accessoirement, et qui s'exprimait pour dire que la porte des discussions restait toujours ouverte, que ces discussions avec les Ukrainiens pouvaient reprendre à tout moment, mais que finalement, la balle était dans le camp de Kiev. Et à cet égard, on peut comprendre qu'il fait référence à la réponse ukrainienne qui n'a toujours pas été reçue par la Russie au plan soumis par les Russes le mois dernier. Vous savez qu'il y a eu des navettes, les Russes ayant proposé un plan aux Ukrainiens, qui ont formulé une réponse. Les Russes ont retravaillé cette réponse et ont renvoyé quelque chose aux Ukrainiens. Et depuis un mois, eh bien, tout ceci est resté lettre morte. Et donc, on peut penser que M. Slutsky faisait allusion à cette situation. Deuxième élément sur le processus diplomatique, un plan de paix soumis par l'Italie à l'ONU, qui a été élaboré par le ministère italien des Affaires étrangères, et donc remis à M. Gutiérrez hier. Un plan en 4 points qui, très schématiquement, prévoit tout d'abord un cessez-le-feu préalablement à toute discussion, puis des discussions qui s'engagent dans un deuxième temps sur la démilitarisation des zones qui sont actuellement l'objet de combats, et dans une troisième étape, l'engagement de discussions sur la neutralité de l'Ukraine, donc ça c'est le volet OTAN, et l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Également des discussions qui porteraient sur le règlement de litiges territoriaux qui ne manquent pas entre Moscou et Kiev. Et dans un quatrième temps, une dernière étape, donc, un accord de paix au niveau continental, un accord de paix et de sécurité, donc au niveau continental, pour tenter, je dirais, de régler cette question de la sécurité dans la zone euro-atlantique. Alors à cet égard, il est intéressant de relever que finalement le canal onusien marche plutôt pas trop mal. Je rappelle donc que là, l'Italie a soumis ce plan à monsieur Gutiérrez. Alors non pas que ce plan, à mon avis, fonctionnera par miracle, j'en doute à vrai dire, mais c'est par ce canal-là que Rome souhaite procéder. Je rappelle que il y a eu déjà, M. Gutiérrez s'est rendu donc à Moscou fin avril, que suite à cette visite-là, les civils qui étaient finalement piégés dans Azovstal ont pu être évacués. Finalement, c'est la visite de M. Gutiérrez qui permet de faire sortir au début mai les civils qui sont dans Azovstal. Et troisième élément, c'est à travers également un canal onusien, ou tout du moins l'ONU est partie aux discussions qui visent à tenter de trouver une solution pour lever partiellement le blocus sur les côtes ukrainiennes de la mer Noire,
afin que des chargements de céréales puissent être évacués vers les marchés africains, asiatiques et ailleurs. Donc là, je fais référence au dernier point qu'évoquait Arnaud avant de me céder la parole. Autre élément qu'on peut relever, ce sont les discussions entre un entretien téléphonique hier entre les chefs d'état-major russes et américains qui se sont parlé pour la première fois depuis le début du conflit le 24 février et qui se sont donc entendus pour maintenir ce canal de discussion direct ouvert et j'allais dire qu'on pourrait solliciter à n'importe quel moment. Ce coup de fil intervient lui-même une semaine après un entretien entre messieurs Shoigu et Lloyd Austin, donc les ministres de la Défense russes et américains. Et dernier point, une déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères qui appelle l'OTAN et l'Union européenne à nouer un dialogue constructif avec la Russie et à proposer des mesures concrètes pour éteindre le conflit en Ukraine. Voilà, Président, pour cette fin de semaine. Merci beaucoup, Igor, pour ton rapport toujours très complet. On a quelques questions politiques ou diplomatiques. Une première qui nous demande, Catherine Colonna, nouvelle ministre des Affaires étrangères, quel impact sur la crise ukrainienne connaît-elle le dossier? Quelle est sa position? J'imagine que vous pouvez répondre dès tout de suite, enfin dès maintenant. Il y a deux éléments qui viennent à l'esprit. D'abord, elle connaît bien les affaires internationales. Elle arrive de Londres, d'ailleurs, où elle était ambassadeur. Et par ailleurs, elle a eu à s'occuper des affaires européennes sous la présidence de Jacques Chirac. Est-ce qu'elle a une connaissance particulière du dossier ukrainien? Pas forcément, parce qu'elle, tout simplement, elle n'a pas été en charge de ce dossier, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui a une réelle expérience des affaires internationales et européennes. Oui, surtout européenne. On se souvient qu'il y avait une crise entre la France et l'Union européenne pendant qu'elle était ministre de l'Europe. Donc, elle a une bonne connaissance du système de fonctionnement de Bruxelles. On nous demande, alors là je ne suis pas au courant, mais peut-être l'êtes-vous, Arnaud ou Igor, concernant l'application des sanctions, il semble que 3 dates se détachent, le 27 mai, le 10 juillet et le 17 septembre. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ces 3 dates? Non, alors, il faudrait regarder, effectivement, dans les paquets de sanctions, il y a des délais de mise en œuvre. Donc, il faudrait regarder précisément à quoi ces dates sont liées. Donc, désolé Hervé, mais on ne pourra pas vous répondre à cette question pour l'instant. On nous demande aussi, est-ce que Gazprombank est sous sanction européenne, partiellement sous sanction européenne? Alors, Gazprombank est sous sanction britannique, ce qui a failli d'ailleurs jouer un rôle, ce qui a failli être fatal pour les livraisons de gaz au Royaume-Uni. Finalement, in extremis, une exemption a été accordée jusqu'à fin juin, je crois, pour permettre les paiements et donc les approvisionnements. Et par ailleurs, les États-Unis ont frappé de sanctions 27 cadres dirigeants de Gazprombank, sans frapper la banque elle-même. Mais c'est un signal, évidemment. Le signal, je pense, c'est de dire personne n'est à l'abri, même Gazprombank, qui est vu par les Russes et les Européens, parfois leur corps défendant, comme l'un des derniers grands canaux de flux financiers entre l'Europe, l'Occident et la Russie. Arnaud, ça c'est peut-être une question pour toi. On nous demande comment est traitée la reddition des soldats d'Azovstal dans les médias ukrainiens. Eh bien, on parle plutôt d'évacuation, en tout cas au niveau officiel, que de reddition. C'est quelque chose de sensible, hein, évidemment. Il y a eu un moment voilà, où c'était présenté comme un grand moment de résistance. Là, c'est une reddition dans les faits qui est présentée comme une évacuation parce que, évidemment, c'est la fin de cet épisode qui a été perçu comme un grand moment par beaucoup de gens en Ukraine. Ce qui était un peu sous-estimé, c'est le nombre de personnes qui se rendent. On parle de 2000 personnes, en tout cas ce sont les chiffres donnés par la partie russe, ça fait du monde. Donc c'est important symboliquement, c'est aussi important
militairement quelque part, hein, puisque les unités qui étaient là étaient des unités aguerries. Et donc, ces unités, eh bien, par la force des choses, elles ne sont pas là où se passent les choses aujourd'hui. Si je peux me permettre de rajouter effectivement un point, moi, ce que je relève déjà, c'est qu'on la montre, cette évacuation, cette reddition, appelez-la comme vous voulez. Je rappelle que jusqu'à présent, il était strictement interdit par les autorités ukrainiennes de diffuser une quelconque image de reddition de soldats ukrainiens qui ont déjà eu lieu depuis le 24 février localement, alors pas dans les proportions d'Azovstal. Arnaud parle de 2000 personnes, on pense même qu'il reste encore des gens sous terre et qui vont encore sortir, alors peut-être pas dans des proportions qu'on a vues depuis 48 heures, mais il y a encore des gens qui sont retranchés dans Azovstal. Mais il y avait localement des unités ou des bataillons qui se rendaient ailleurs dans le Donbass et le gouvernement ukrainien avait strictement interdit, sous peine de poursuites très graves, toute personne de diffuser en Ukraine, évidemment, de reposter sur les réseaux sociaux des vidéos qui montrent des redditions de soldats ukrainiens pour des raisons qu'on peut comprendre, de maintenir le moral des troupes, etc. Là, on le montre dans une autre logique, hein, qui est celle de construction des héros, de l'image de héros, des héros tel que c'est présenté par les autorités ukrainiennes, de ces gens qui étaient retranchés dans Azovstal. Donc là, effectivement, il y a une évolution, il y a un basculement de ce côté-là. Et pour poursuivre sur ce que vous dites, me semble-t-il, hein, Zelensky, le président ukrainien, qui insiste sur le fait de sauver des vies, hein, sur l'importance de sauver des vies. Ce qui peut peut-être, encore une fois, soyons prudents, annoncer là aussi une amorce de changement et pourquoi pas un retour dans les semaines qui viennent à la table des négociations. On nous dit que sur BFM TV, on parle d'évacuation, mais sur les chaînes françaises, j'ai entendu parler beaucoup d'évacuation, effectivement. On n'a plus beaucoup de questions, donc si on prend un Zoom plus court aujourd'hui, si vous n'avez pas de questions, mais si vous en avez, posez-les maintenant, s'il vous plaît. Sur un sujet complètement différent, qui est des problèmes de remboursement. Alors, on nous dit que S7, donc la compagnie aérienne S7, a confirmé un remboursement de 57 000 roubles sur une carte, une Mastercard du Crédit Agricole le 14 avril dernier. Et cette personne, qui nous appelle Cher Dream Team, merci, nous dit qu'elle n'a toujours rien reçu sur son compte, alors que S7 confirme avoir payé. Et le Crédit Agricole enquête. Mais ça, c'est un problème courant. Faites attention à une chose. Il faut d'un côté que la banque émettrice accepte de faire le paiement, qu'elle soit en France ou en Russie, mais il faut que la banque créditrice accepte de recevoir le paiement, qu'elle soit aussi en France ou en Russie. Donc toujours, lorsque vous faites un virement d'un côté ou d'un autre, demandez à votre banque émettrice s'ils acceptent de le faire et demandez avant qu'ils ne le fassent à la banque créditrice si elle accepte de le recevoir, parce que c'est très compliqué. Donc, pour vous raconter une petite anecdote qu'on m'a raconté pas plus tard qu'hier, où un Français qui a passé 6 ans en Russie, mais qui n'est plus là depuis 4 ans, a fait un virement de compte à compte en France entre 2 de ses comptes qui ont été bloqués. Et quand il a demandé à son banquier pourquoi ce virement a été bloqué, alors que c'est vraiment un compte à compte, là, hein, même personne. On lui a expliqué parce qu'il y a 4 ans, il était résident fiscal russe et qu'ils étaient obligés de faire des recherches. Donc, vous voyez jusqu'où va la compliance aujourd'hui dans les banques. Elle est extrêmement forte. Donc, surtout, vérifiez bien que les banques créditrices acceptent de recevoir votre argent. Sinon, il va être débité d'un côté et il va mettre beaucoup de temps à être crédité de l'autre. Alors, savez-vous, on est le développement des services d'UnionPay dans les banques en Russie. Il y a UnionPay, donc, qui est le système chinois. De toute façon, les Européens l'ont bloqué. Il est bloqué à partir du moment où le compte débiteur est un compte russe. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une carte UnionPay, en tout cas pour la faire fonctionner en Europe. Vous pouvez la faire fonctionner, bien évidemment, en Chine. Une question politique, oui, c'est politique. La Biélorussie semble se faire discrète depuis quelque temps. Comment expliquez-vous le silence de Loukachenko et la non-implication de son armée? Discrétion, oui et non. Il était à Moscou très récemment, hein, donc
la relation bilatérale reste forte. Il s'était exprimé de mémoire il y a 15 jours, 3 semaines, et ça avait fait des vagues à Moscou, puisqu'il avait estimé que l'opération spéciale, entre guillemets, traînait en longueur, ce qui avait déplu aux responsables russes. Et pour ce qui est de la non-implication de son armée, bon, là, je pense que il n'en a jamais été véritablement question. C'est-à-dire que la Biélorussie, de fait, est co-belligérante puisqu'elle a mis à disposition son territoire pour une offensive russe vers le nord de l'Ukraine, vers Kiev. Mais l'armée biélorusse, d'une part, est peu générale, peu opérationnelle. Donc l'apport a été limité et surtout, ça aurait sans doute créé beaucoup de remous en Biélorussie même, où la société est très pacifiste quelque part. Et même, par exemple, l'envoi de soldats de maintien de la paix ailleurs en ex-URSS, de soldats de maintien de la paix, je n'entends pas d'intervention armée, a toujours suscité l'émotion au sein de la société biélorusse. Donc, et ça, Loukachenko le sait, et il se souvient aussi de ce qui s'est passé à l'été 2020 dans les rues de sa capitale. Vous voulez rajouter quelque chose, Igor? Non, Non, c'est bon. Non. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit sur UnionPay. L'un de nos auditeurs nous dit que sa carte UnionPay Gazprom Bank en euros marche très bien en France et en Portugal pour des achats, pas pour des retraites. En revanche, elle ne marche ni au Royaume-Uni ni aux États-Unis. Donc, est-ce qu'une carte UnionPay sur un compte euro marche de toutes les banques russes marcheraient en France? J'en sais rien. Enfin, pas les banques sous sanction, ça c'est sûr, mais une banque de Sber est sous sanction. Je ne sais pas qui a encore des cartes UnionPay. Donc, apparemment, Gazprom Bank en a. Mais, et on n'a plus de questions. Ah, pardon, j'en ai une que je n'avais pas vue. Ah oui, j'en ai deux que je n'avais pas vues. Alors, on nous dit de plus en plus de Russes et même franco-russes vivant en France sont victimes de mesures discriminatoires. Vous voyez, je viens d'en donner un exemple. Compte gelé, candidature rejetée, etc. Et y a-t-il des associations, organisations qui peuvent conseiller ou défendre ces personnes en France? Les personnes que je rencontre semblent souvent démunies et mal informées face à ces problèmes, souvent complètement illégaux. Alors, je sais qu'il y a une class action, donc une action de groupe en France. J'ai oublié le nom français de l'équivalent de la class action américaine. Fait, je crois qu'il y a environ 500 Russes qui contre les banques françaises. Alors là, si vous tapez sur Internet, à mon avis, vous allez trouver des informations. Il doit y avoir un avocat ou plusieurs avocats qui s'occupent de cette class action. Pour le reste, je ne connais pas d'autres organisations qui s'en occupent. Je connais beaucoup de cas de discrimination, mais des cas isolés, bien évidemment, et très difficile de savoir comment on peut faire. Mais regardez sur Internet, parce que s'il y a quelque chose, vous aurez l'information là-dessus. Les avocats s'étaient exprimés de mémoire sur plusieurs chaînes d'information continues, donc il y a quelques semaines. Donc, vous pouvez les retrouver certainement en vidéo aussi, si vous faites une recherche sur Google. Alors, pourquoi l'Union européenne veut-elle utiliser les avoirs des oligarques pour reconstruire l'Ukraine alors que ces avoirs sont des propriétés privées et qu'ils ont bloqué 300 milliards de la Banque centrale russe qu'ils pourraient utiliser? Alors, je vais laisser Arnaud répondre, mais avant de répondre, on n'a absolument pas le droit d'utiliser ces 300 milliards de la Banque centrale russe pour reconstruire l'Ukraine. C'est une propriété privée, les 300 milliards, de la même façon que l'est un appartement ou une maison. Donc, dans tous les cas, c'est parfaitement illégal. Donc, ce que fera l'Union européenne si elle met ça en place est extrêmement dangereux parce que c'est une dérive de la loi. C'est un vrai problème constitutionnel, c'est-à-dire que votre propriété privée ne l'est plus, puisqu'à tout moment, on peut vous la prendre et la vendre pour la donner à quelqu'un d'autre. Donc,
que ce soit, et ce n'est pas une question morale, pas de savoir est-ce que c'est bien ou pas bien de le faire, c'est juste la protection de la propriété privée, et on n'a pas le droit non plus de prendre, on peut geler les avoirs de la Banque centrale, mais on n'a pas le droit de les saisir et de les donner à quelqu'un d'autre. Ayant dit cela, est-ce que tu veux dire autre chose? Simplement que certains responsables américains, il y a quelques jours, ont admis ces difficultés juridiques. Ce serait, en l'état actuel du droit, c'est impossible. Et il est absolument atterrant et aberrant que l'Union européenne songe à faire une chose pareille. Igor, oui, bon, peut-être juste deux petites choses. Je pense qu'il y a le symbole. Hein. Je pense que, du point de vue des Européens, c'est le symbole de, effectivement, confisquer et mettre à profit certains de ces actifs ou la vente de ces actifs pourrait rapporter de l'argent pour faire de manière en plus, à mon avis, vu les sommes très localement des choses, parce que là, on ne parle pas des actifs de la Banque centrale, tu l'as rappelé, 300 milliards, dont je précise 100 milliards rien qu'aux États-Unis, c'est quand même beaucoup. Là, c'est les biens des oligarques, on peut penser à des bateaux, des villas, des choses comme ça. Donc, évidemment, on n'est pas dans les mêmes proportions en termes de sommes, encore que si on les collecte les uns aux autres, on arrive à peut-être des choses un peu plus intéressantes. Mais je pense que oui, il y a un côté symbolique, et c'est peut-être un point, et encore, comme tu l'as précisé, il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus. Au sein, y compris entre les Européens, il y a la difficulté juridique que tu évoques, hein, qui est un casse-tête, à mon avis. Mais je pense que pour moi, c'est la seule raison que je vois. Mais sincèrement, il faut s'en inquiéter parce que là, c'est un problème de liberté. Et je sais qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, la liberté n'est plus quelque chose de très, très important. Mais s'il en reste une, c'est encore la propriété privée. Si on vous la prend, on peut vous la prendre à tout moment pour quelque chose que vous avez fait, que ce soit bien, que ce soit pas fait. Je ne cherche pas à savoir si ça serait justifié ou non. C'est pas une fois encore. Prendre aux riches pour donner aux pauvres, ça paraît toujours formidable. Alors prendre dans ce cas-là à l'agresseur pour donner à l'agressé, ben, c'est très bien, mais on peut le faire dans tous les cas. Donc, si on le fait de la Russie pour l'Ukraine, on pourrait aussi le faire pour 1000 cas différents et il ne faudrait pas s'arrêter là. Donc, c'est un vrai problème. Et vous voyez d'ailleurs, une de nos éditrices nous dit oui, les 300 milliards sont une propriété privée, mais cela fait plus de sens d'utiliser les avoirs de l'État que des personnes privées. Non, ça n'a absolument pas plus de sens. C'est exactement la même chose. Si vous vous dites, je peux utiliser les avoirs d'un État, on peut utiliser dans ces cas-là les avoirs d'un privé. Il n'y a pas de différence. Donc, il faut faire attention à ces dérives-là, qui sont des dérives extrêmement dangereuses. Et on nous dit pourquoi bloquer les comptes de particuliers devrait être aussi illégal, point d'interrogation. Hein. L'argent que l'on possède en banque est un patrimoine privé, c'est scandaleux. Là, ça s'appellerait de la spoliation. Alors, il y a d'un côté geler les comptes, ça, et légalement, c'est possible. Voilà, il y a une jurisprudence en la matière. Mais entre geler des comptes et de prendre ce qu'il y a sur les comptes, c'est quand même une étape très différente. Donc, et d'autres auditrices nous précisent qu'elle n'est pas en faveur de la saisie de ses avoirs, bien évidemment, et je l'en remercie. Mais il y a un vrai, il faut faire attention à cette dérive. On n'a plus de questions, donc on ne va pas vous embêter plus. On est à la veille d'un week-end. On nous a demandé, voilà, quelqu'un qui est en Russie, qui nous a demandé si on avait des contacts dans les hautes sphères. On nous dit, vous qui avez des contacts dans les hautes sphères, pourriez-vous demander à Prospododa, hein, donc le temps en russe, c'est Mosklimat. Vous comprenez qu'il serait temps que le printemps commence, parce que c'est vrai qu'il fait très beau, mais on n'a pas plus de 14 degrés quand vous avez des 30, 35, 36 degrés en France. Donc, effectivement, on est un petit peu jaloux. Vous voyez, on est toujours en pull pendant que vous êtes en maillot de bain. Je vois qu'il y a une dernière question. Non? Si on nous demande la Russie a-t-elle mis fin à ses vues sur Kharkov et Odessa, mais je pense qu'on ne sait pas là. Non? Je ne suis pas dans la tête des dirigeants russes, contrairement à ce que certains peuvent penser.
Ouais, donc on ne peut pas vous répondre. Ouais, là, alors, j'ai vu que tu regardais beaucoup Internet. Tu as regardé Mbappé a fait une annonce ou pas encore? Mbappé est à l'outre-mer. Mbappé est à l'outre-mer, d'accord. Avant de vous souhaiter un bon week-end, effectivement, vous rappelez nos rendez-vous désormais 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, 17h30 heure de Moscou, soit 16h30 heure de Paris. Vos questions éventuellement sur notre hotline par courriel hotline@ccfr.ru, nos 2 fils Telegram, et puis sur les événements que nous organisons dans un futur proche, sauf événement tellurique survenant d'ici là, un webinaire sur la logistique, situation actuelle dans les transports, questions douanières le jeudi 26 mai, et une rencontre avec nos amis Teuton, voilà, une rencontre d'affaires franco-allemande le jeudi 26 mai également. Tenez bon, bonne fin de journée, excellent week-end. Alors, on nous dit qu'il fait plus 28 en Sibérie, donc c'est vrai qu'il y a des incendies aussi là-bas, donc il fait très chaud en Sibérie. On nous dit, Jean nous dit qu'il nous regarde du fin fond de la France, donc on remercie Jean et on lui dit bonjour, hein, parce qu'on le connaît bien. On nous dit aussi qu'aujourd'hui c'était beaucoup plus intéressant qu'hier. On vous promet qu'on va essayer de faire pour le mieux et d'être plus intéressant, mais effectivement, nous n'étions pas là hier. Mais la Cécile France-Russie reste à vos côtés. Merci beaucoup. Bon week-end et à lundi. Bon week-end.